Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme on vient de le dire, comme Fanny vient de le dire, je termine actuellement ma maîtrise en communication et mon mémoire porte sur l'influence de la dimension narrative des jeux Half-Life sur l'engagement de sa communauté. Par contre, aujourd'hui, ma présentation, c'est en partie lié à mon sujet, mais je vais me concentrer plus particulièrement sur le modding. Donc, on sait que la pratique du modding tient aujourd'hui une place importante dans la culture vidéoludique et elle représente aussi un effort considérable de la part des joueurs qui passent de nombreuses heures à bidouiller avec le matériel qui appartient a priori aux développeurs de jeux. Même si ces joueurs-là ne sont pas rémunérés, comme on dit tantôt, la modification des jeux s'effectue quand même sur une base volontaire. Et selon WotCatchy, elle permet aux joueurs et à leur communauté, par le fait même, d'enrichir leur expérience de jeu et d'entretenir une certaine forme de résistance face à l'industrie du jeu, qui généralement impose son contenu aux joueurs, d'une certaine manière. C'est donc plus sur cet aspect appropriatif du modding que va porter ma présentation aujourd'hui. Donc, en me concentrant sur l'étude d'une communauté de joueurs particulière, soit celle de la série Half-Life, je vais proposer des pistes d'analyse pour envisager la pratique du modding comme un signe d'appropriation et d'engagement au sein d'une communauté de joueurs. On va donc analyser la réaction de la communauté face à un événement particulier en abordant des notions de braconnage culturel, selon Michel de Certeau, et d'engagement, selon Gordon Calleya. Donc, avant toute chose, on va revenir rapidement sur ce qu'est le modding, ou en d'autres mots, la modification des jeux vidéo par les joueurs. Je vais principalement me baser sur un texte de WotCatchy qui définit globalement cette pratique comme suit. Il dit « Modding, the practice and process of developing game mods, is an approach to end-user game software engineering that establishes both social and technical knowledge for how to innovate by wresting control over game design from developers. » Donc, lui, pour mieux comprendre le phénomène, Scatchy propose une typologie qui regroupe 4 grandes catégories de modes. Donc, d'abord, on va retrouver ce qu'il appelle la personnalisation d'interface utilisateur, qu'on peut retrouver notamment dans des jeux comme World of Warcraft ou League of Legends, par exemple. Ce type de mode est souvent utilisé par les joueurs à des fins d'optimisation des performances en jeu, comme c'est le cas avec les jauges de dégâts, par exemple. Dans sa typologie, il y a aussi des machinima qui consistent globalement à utiliser et manipuler les jeux vidéo pour en faire des films, là, je le dis rapidement, et les hacks de systèmes de jeu qui sont d'abord fermés. Mais les modes auxquels on va surtout s'intéresser aujourd'hui sont ceux que Scatchy appelle les conversions de jeu, qui peuvent être partielles ou totales. Donc, les conversions partielles représentent selon lui la forme de mode la plus commune. On parle par exemple de nouveaux niveaux de jeu ou de nouvelles maps, des nouvelles règles ou des nouvelles mécaniques de jeu, la modification de contrôle ou de l'apparence des personnages, etc. Donc, la conversion totale, elle, crée des jeux entièrement nouveaux à partir de jeux qui sont préexistants. L'exemple le plus connu, un des exemples les plus connus serait probablement le jeu Counter-Strike, qui était à la base d'une modification du jeu de tir solo Half-Life pour en faire un FPS en ligne compétitif qui est basé sur l'idée d'un affrontement entre une équipe de terroristes et une équipe d'antiterroristes. Donc, en gros, la conversion de jeu peut venir détourner plusieurs composantes, voire même le sens même d'un jeu, à partir d'un même matériel source. Ça fait en sorte que les modes permettent souvent d'assurer la pérennité d'un jeu en engageant les joueurs à plus long terme. Donc, comme le dit Scatchy, les développeurs offrent donc de plus en plus aux joueurs les outils pour modifier les jeux qu'ils produisent comme un moyen de faire augmenter ou assurer des revenus. Donc, il y a aussi des compagnies qui distribuent directement des moteurs de jeu, comme c'est le cas pour Epic Games avec le moteur Unreal ou encore pour ID Software avec le Quake Engine, par exemple. Donc, maintenant qu'on a pu définir un peu mieux ce qu'est le modding, on va se pencher sur les notions théoriques qui vont nous servir à analyser les pratiques d'une communauté de moddeurs. Donc, on va commencer par, je vais juste commencer par l'idée de braconnage culturel. Donc, dans son livre « L'invention du quotidien », Michel de Certeau étudie les pratiques quotidiennes des consommateurs des technologies de l'information et de la communication, ou plus particulièrement d'objets culturels. Donc, dans sa théorisation du braconnage culturel, de Certeau relève un écart entre les usages réels de ces objets culturels, qu'il va appeler les tactiques, et les usages qui sont prescrits de prime abord par le producteur, là, qui sont considérés de l'ordre des stratégies. Donc, d'une part, De Certeau définit les stratégies comme le calcul ou la manipulation des rapports de force qui devient possible à partir du moment où un sujet de vouloir et de pouvoir, donc une entreprise, une armée, une cité, une institution scientifique,
est isolable. Donc, au contraire de la tactique, la stratégie postule un lieu qui lui est propre. Elle impose ou propose d'emblée un ordre ou un sens donné à l'objet de consommation. Par contre, dans le rapport de force qui existe entre le fort et le faible, De Certeau explique que les tactiques sont plutôt considérées comme une forme de résistance des consommateurs face à un système dominant, ce par l'entremise de pratiques d'appropriation et de réemploi de l'objet culturel. Donc, il écrit « 1000 façons de déjouer le jeu de l'autre, c'est-à-dire l'espace institué par d'autres, caractérisent l'activité subtile, tenace, résistante, de groupes qui, faute d'avoir un propre, doivent se débrouiller dans un réseau de force et de représentation établi. » Donc, en ce sens, si l'objet culturel n'est pas créé ou produit par ses consommateurs, ceux-ci sont quand même capables de s'en servir comme une base pour donner lieu à de nouvelles créations. Donc, en d'autres mots, la tactique est formée de bricolage qui est effectué à partir du lieu propre qu'est l'objet culturel, comme on peut le voir avec les modes, qui permettent aux joueurs de se réapproprier certains aspects du jeu en les adaptant à leur goût ou à leurs besoins. Donc, ensuite, j'aimerais situer la pratique du modding en tant que synonyme d'un très fort engagement chez les joueurs. La notion d'engagement est souvent abordée en étude du jeu pour décrire l'expérience vidéoludique vécue par les joueurs. Par contre, il y a une confusion notable entre certains termes employés à son propos. Donc, d'un auteur à l'autre, différents concepts comme l'engagement, l'immersion, la présence, le flow ou encore l'absorption peuvent être utilisés pour décrire des phénomènes plus ou moins similaires. Donc, dans ma présentation, je vais principalement m'appuyer sur le modèle holistique élaboré par Gordon Calleya dans son livre In-Game From Immersion to Incorporation. Donc, d'abord, pour lui, l'engagement constitue un prérequis à l'immersion ou, autrement dit, une base cognitive qui marque l'intérêt des joueurs envers un jeu. Donc, son modèle est intéressant pour notre analyse parce qu'il établit d'abord une distinction entre les formes d'engagement qui sont dites micro et macro, qui émanent selon lui à différents moments de l'expérience vidéoludique. Il précise qu'il est important de distinguer les aspects d'un jeu qui engage les joueurs au moment de jouer, donc les aspects micro, et des aspects qui attirent les joueurs au départ et qui les motivent à revenir au jeu sur le long terme, sur les aspects macro. Donc, cette particularité du modèle permet de penser l'engagement non seulement au moment de jouer, mais aussi en dehors du jeu, au cœur des activités d'une communauté de joueurs en ligne. Donc, Calleya précise que l'opinion ou l'intérêt d'un joueur envers un jeu peut découler non seulement de l'expérience immédiate qu'il fait du jeu, mais aussi des facteurs connexes comme le développement d'un sentiment de communauté, l'élaboration de stratégies ou de tactiques de jeu à tester, la planification effectuée pour développer un personnage, les réflexions autour du développement de l'histoire ou encore l'écriture ou la lecture de commentaires à propos du jeu sur un forum ou sur des sites web. Ce sont donc ces types d'activités-là qui vont favoriser, selon lui, un engagement à plus long terme avec le jeu. À partir de cette idée-là, son modèle d'engagement comporte aussi 6 dimensions différentes que je vais essayer de présenter assez rapidement. Donc, d'abord, on va retrouver l'engagement kinesthésique, qui renvoie globalement au contrôle des mouvements des personnages ou d'autres objets du jeu. L'auteur fait ici référence à l'apprentissage et contrôle de jeu, mais aussi à la fluidité perçue des mouvements dans la perspective d'interaction entre le jeu et le joueur. Ensuite, l'engagement spatial concerne spécifiquement l'environnement du jeu. Donc, il est ici question de l'engagement qui est créé en lien avec les possibilités d'exploration, de contrôle de l'espace et de navigation. La troisième dimension est celle qu'il appelle l'engagement partagé, soit l'engagement qui découle de l'interaction avec d'autres agents dans un environnement de jeu, qu'il s'agisse d'autres joueurs ou de personnages non joueurs. Ces interactions concernent autant les notions de cohabitation et de coopération que de compétition. Une autre dimension, c'est l'engagement narratif, qui est fondé sur les éléments de l'histoire scénarisée par les développeurs, mais aussi sur l'histoire qui émerge de l'interaction entre le jeu et le joueur. Donc, par exemple, quelqu'un peut être captivé par le récit vidéoludique qui est présenté ou par la découverte de son récit enchâssé. Là, je peux faire un lien avec la présentation de Dominique ce matin. Donc, le lore du jeu, si on veut. Ensuite, l'engagement affectif, ça concerne les émotions fortes que vit le joueur en faisant l'expérience du jeu. Par exemple, la sensation de calme qui survient devant une scène esthétiquement plaisante, la montée d'adrénaline que procure un match de jeu de tir compétitif ou encore le stress ou la peur qu'on ressent en jouant à des jeux d'horreur. Mais cette dimension du modèle, comme on peut le voir, là, ça touche un peu à toutes les autres dimensions. Je vais un peu moins m'y attarder aujourd'hui. Finalement, la dernière dimension du modèle est l'engagement ludique, qui a trait au choix des joueurs et aux répercussions de ces choix-là dans le jeu.
Kalaya fait ici référence aux objectifs et aux défis ludiques qui sont posés par les règles, les mécaniques de jeu, ou même par la communauté de joueurs comme telle. Donc si on vient un peu au modding, ou du moins au mode de type conversion de jeu, je pense qu'on associe souvent cette pratique-là aux dimensions ludiques, kinesthésiques et spatiales de l'engagement. Par exemple, on crée des nouvelles maps ou des nouveaux niveaux de jeu, on modifie les contrôles pour optimiser nos performances, etc. Donc, on touche vraiment plus aux dimensions spatiales, kinesthésiques et ludiques de l'engagement. Par contre, comme on va le voir à l'instant, le cas que je vais aborder aujourd'hui, il tend aussi largement vers la dimension narrative de l'engagement. Donc, je vais passer à la présentation du cas. Donc, pour mettre en contexte, Half-Life est une série de jeux de tir à la première personne qui sont parus entre 1998 et 2007. Par contre, le dernier jeu de la série, Half-Life 2, épisode 2, se terminait par une fin qui était non résolue, ce qu'on appelle un cliffhanger. Donc, au moment de sa parution, l'épisode 2 devait a priori avoir une suite, donc Half-Life 2, épisode 3, pour résoudre les questions qui étaient laissées en suspens à la fin du jeu et conclure le récit. Ce qui fait que la communauté de joueurs de Half-Life était en attente du prochain épisode de la série depuis sa sortie en 2007. C'est important aussi de mentionner d'entrée de jeu que, probablement en raison du modèle de distribution très ouvert de Valve, qui mise beaucoup sur le potentiel créatif très rentable des joueurs-programmeurs, Half-Life est souvent cité dans la littérature académique quand il est question de la pratique du modding. Comme je l'ai dit tantôt, sa communauté a notamment été à la source du jeu Counter-Strike, qui est devenu un des jeux de tir en ligne les plus populaires à ce jour. Donc, depuis l'apparition de Half-Life 2 épisode 2 en 2007, les joueurs attendent la suite de la série qui avait été annoncée. Mais à mesure que les années passent, aucune nouvelle est vraiment donnée sur le développement du jeu. Et l'anticipation monte de plus en plus dans la communauté, qui commence à s'impatienter. Donc, on peut le voir ici, les joueurs vont même aller jusqu'à chercher des indices dans le code des autres jeux de Valve. Par exemple, le nom d'une arme ou HL3 pour Half-Life 3. Ils cherchent vraiment des petits indices dans le code qui permettraient de croire que Half-Life 3 est en développement. Mais au final, Valve se prononce pratiquement plus sur la suite des choses pour la série. Donc, plus de 10 ans plus tard, les joueurs deviennent un peu désillusionnés par rapport à la possibilité d'un fameux Half-Life 3, au point que la phrase Half-Life 3 confirmed est devenue un meme populaire dans la culture vidéoludique. Ici, par exemple, alors qu'un joueur demande à Gabe Newell, qui est le directeur de Valve, de mettre fin aux rumeurs qui concernent la série, un autre joueur lui répond carrément « The optimism in this post makes me want to shield your innocence from the dark terrors of the world. » Donc, ça représente assez bien l'état d'esprit de la communauté à ce point-ci. Donc, ultimement, les joueurs en viennent simplement à croire que Valve a abandonné le projet. Ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, devant l'inaction de Valve, les joueurs commencent à organiser certains mouvements de résistance pour faire entendre leur mécontentement. Par exemple, il y a des joueurs qui organisent une manifestation devant le siège social de Valve. La communauté organise un play-in, c'est-à-dire qu'ils se mobilisent pour tous jouer à Half-Life 2 à la même heure, au même jour, pour faire monter le jeu dans le palmarès de Steam. Sinon, avec l'opération Crowbar, les joueurs décident d'envoyer massivement des pieds de biche, qui est l'arme iconique de la série, au bureau de Valve. Puis, il y a aussi une pétition en ligne qui regroupe plus de 49 000 membres, qui réclament à la compagnie de communiquer sur la suite du développement de la série. Donc, tant par l'intermédiaire de l'écosystème technique du jeu, donc le propre, que par des moyens physiques, les joueurs essaient tant bien que mal d'utiliser différentes tactiques pour faire entendre leur mécontentement aux développeurs. Ces mouvements n'aboutissent néanmoins à aucun résultat concret. Mais en août 2017, l'ancien scénariste principal de la série, qui est maintenant plus un employé de Valve, publie sur son blog un synopsis qu'il avait envisagé pour la suite du récit. Donc, les noms des personnages sont modifiés, mais les joueurs connaissent quand même tout de suite qu'il s'agit de Half-Life. Donc, à partir de ce moment-là, on peut observer le début d'une forme de renversement du rapport de force entre la compagnie et la communauté, puisque les joueurs ont maintenant en leur main une suite légitime de l'histoire scénarisée, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, dès le lendemain de la parution du blog de Mark Laidlaw, qui est le scénariste, il y a une forme de prise en charge du développement de Half-Life 3 par la communauté avec le lancement d'un Game Jam où plus de 30 projets de tout genre vont ultimement être soumis.
Par contre, la communauté va ultimement se rallier derrière le développement de Project Borealis, qui compte une équipe de développement de plus de 70 membres. Cette équipe-là décide de développer Half-Life 3 sur le moteur graphique Unreal Engine 4 et donc de créer le jeu de toutes pièces à partir du synopsis qui est fourni par Mark Laidlaw. Donc, en observant les pratiques de la communauté qui est impliquée autour du développement, on peut tout de suite constater qu'elle s'efforce de se créer un nouveau propre isolable à force d'être ignorée par l'industrie. Mais en même temps, elle se rapproche de plus en plus de la stratégie de l'industrie avec, par exemple, une grosse équipe de développement ou l'utilisation d'un moteur graphique très actuel. Aussi, ça mène à souligner qu'on pousse un peu plus loin le type de mode que Scatchy nomme les conversions de jeux, parce que les joueurs vont plutôt s'approprier entièrement la licence de Half-Life et créer eux-mêmes le nouveau jeu, à la place de la compagnie. Puis finalement, à travers les nombreux fils de discussion qu'on retrouve notamment sur la page Reddit qui est dédiée au projet, on peut rapidement constater que la communauté de joueurs est très impliquée dans le processus de développement du jeu, dans la mesure où les joueurs sont très actifs pour partager des commentaires constructifs et donner des suggestions de design à l'équipe de développement. Donc, en regard de ce que je viens d'exposer sur le cas de la communauté d'Half-Life, après cet événement-ci, je vais maintenant retourner un peu plus aux notions théoriques que j'avais abordées au début de la présentation. Donc, avant d'aborder plus spécifiquement la pratique du modding, je proposerais d'abord de situer le jeu vidéo en tant que stratégie, dans la mesure où le fait même de jouer au jeu revient souvent à se soumettre à un rapport de force arbitraire. Donc, en définissant la notion de jeu, Duflo aborde notamment l'idée de contrat ludique, puisque chaque joueur se soumet volontairement aux règles du jeu comme tel, ou plus spécifiquement, Salen et Zimmerman écrivent qu'un jeu est une forme de contrat social. Donc, décider de jouer à un jeu revient à créer une autorité arbitraire qui permet de guider et de diriger le jeu. Donc, en ce sens, la série Half-Life peut sûrement être conçue comme le lieu propre qui est institué par le développeur Valve, a priori. Puis, lorsqu'on observe la réaction de la communauté de joueurs de la série Half-Life, on peut la penser en tant que tactique qui émane d'une opposition entre, à ce moment-là, le fort, donc Valve, et le plus faible, les joueurs, qui s'octroient maintenant la légitimité de résister concrètement à l'inaction du développeur. Comme l'indique De Certeau, la tactique n'a pour lieu que celui de l'autre, aussi doit-elle jouer avec le terrain qui lui est imposé, tel que l'organise la loi d'une force étrangère. Donc dans le cas présent, les joueurs prennent comme point de départ un synopsis qui provient de la source, pour ensuite organiser le développement de la suite de la série. Parallèlement, sur le site web du Game Jam qui est organisé après la diffusion du synopsis, les joueurs ont au fait de proclamer que Half-Life 3 is finally free where it belongs, out in the world, with us. Half-Life 3 belongs to the people. Ça illustre bien l'idée d'appropriation totale de la licence par les joueurs plutôt que simplement une conversion d'un jeu. Là, ici, les joueurs disent « ça nous appartient entièrement ». Puis aussi, à la lumière de ce que j'ai exposé plus tôt, on peut aussi voir que la pratique du modding représente un engagement considérable de la part des joueurs. Dans le cas d'Half-Life, le projet de développement mené par la communauté a débuté non moins de 10 ans après la sortie du dernier jeu officiel de la série. Et j'ai aussi pu constater à quel point l'idée d'un nouvel épisode tient à cœur aux joueurs, et ce, même après toutes les années qui sont passées. Donc, c'est encore sur les forums de la communauté, comme sur Reddit par exemple, sur Steam, il y a encore toujours le grand débat, est-ce qu'il va y avoir un Half-Life 3, est-ce qu'il y en a qui y croient encore? C'est toujours un sujet très discuté dans la communauté. Par contre, au début de la présentation, j'ai évoqué l'idée selon laquelle les mods touchent peut-être généralement davantage au niveau ludique, kinesthésique et spatial de l'engagement. En ce qui concerne le cas qui est présenté aujourd'hui, c'est intéressant de constater que la motivation principale de la pratique du modding, dans ce cas-ci, demeure avant tout de procurer aux joueurs la fin de l'histoire, qui était laissée en suspens dans les jeux précédents, de sorte qu'on se trouve en premier lieu au niveau narratif de l'engagement. Par contre, il apparaît aussi que le fait de connaître le développement du récit sous sa forme textuelle, comme l'avait permis Mark Laidlaw avec sa publication, c'était pas suffisant pour la communauté. Il fallait aussi créer un jeu à partir du synopsis de départ. Donc, selon moi, on peut voir que l'engagement des joueurs provient autant des autres dimensions qui ont été évoquées plus tôt que de l'engagement narratif, puisque les joueurs cherchent quand même l'expérience ludique, spatiale, kinesthésique que le jeu vidéo peut leur procurer au-delà du simple scénario du récit. Donc,
pour conclure, en fond, ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'était comme plus une analyse un peu préliminaire de ce sujet-là, mais j'aimerais éventuellement développer davantage cette idée du modding comme forme d'appropriation qui permettrait de mettre en œuvre une résistance face à l'industrie et d'un engagement qui est vraiment à tous les niveaux du modèle. Donc, et finalement aussi, la dynamique de passage de la tactique vers la stratégie par les joueurs serait comme intéressante à approfondir, mais il faudrait que j'ai un plus gros corpus. Donc, ce sera ça pour aujourd'hui. Merci.